Bien, nous allons commencer. Bonjour à tous et bonne année pour être là. Donc, nous allons parler aujourd'hui de couplage des structures et du secteur sombre. Le plan de l'exposé, ce sera la relation évidemment avec les grandes structures. Donc d'abord, on se demande, il y a une grande question, on se demande si le fait que l'univers ne soit pas homogène à petite échelle, mais très hétérogène, avec des structures très contrastées, ne pourrait pas faire une réaction gravitationnelle sur l'espace-temps, et on pourrait peut-être avoir une pression négative qui allait faire quelque chose de semblable à l'énergie noire, ce qu'on appelle back-réaction en anglais. Je ne sais pas quel est le terme rétroaction peut-être en français, mais on va le garder dans ce terme-là. Et en fait, c'est dû au fait que pour résoudre l'équation d'Einstein qui est non linéaire, on suppose qu'il y a une métrique très lisse et on essaie de moyenner tout. Et en fait, prendre quelque chose de lisse et résoudre des équations n'est pas l'équivalent de prendre les équations sur quelque chose de contrasté et faire la moyenne après, donc ce n'est pas tout à fait commutatif. Donc on va essayer de savoir ce qu'il en est exactement, et puis on essaiera de voir si les amas de galaxies, les grandes structures, peuvent nous donner des tests cosmologiques à cette énergie noire, et notamment à cette question-là, justement, est-ce que l'inhomogénéité de l'univers à petite échelle a une certaine interaction ou pas. Donc on parlera des oscillations baryoniques acoustiques, donc on a déjà parlé d'une séance précédente, des lentilles gravitationnelles et des amas de galaxies pris comme règle standard pour essayer de cartographier l'univers et de savoir si l'énergie noire est une constante ou bien une quintessence qui évolue avec le temps. Et on va voir aussi que ces amas peuvent nous servir à savoir si les modèles de gravité modifiés sont meilleurs que ceux de la gravité d'Einstein. Donc déjà, pour l'homogénéité de l'univers, on prend évidemment, quand on fait de l'astrophysique, on suit le principe de Copernic. Vous savez, Copernic avait dit que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Nous aussi, on va dire que nous ne sommes pas au centre de l'univers et que notre région, notre galaxie, notre groupe local est tout à fait quelconque dans l'univers. Donc le principe vraiment philosophique de la constante, l'homogénéité et l'isotropie de l'univers. Donc, une des meilleures façons de voir cette homogénéité est de regarder le ciel en micro-ondes, le ciel de Planck qui est représenté ici. Et vous voyez qu'en effet, si inhomogénéité il y a, elles sont tout à fait petites. Les petites perturbations que vous voyez là sont de l'ordre de 10-5. Sur un fond à 3 degrés K, on a des micro-K, des dizaines de micro-K. Donc, c'est vraiment très très petit. Et si l'on trace la structure, la puissance de ces structures en fonction de la taille, on a déjà vu cette courbe plusieurs fois, les oscillations acoustiques dans le flux de photons ici. Et vous voyez qu'ici, on a les échelles qui croisent dans ce sens-là, on a des grandes échelles. On voit qu'à grande échelle, on a quand même quelques petites structures, elles sont pas, c'est toujours dans l'ordre de 10-5, mais comme on voit ici, il y a des gros trous, des gros vides, et des structures. Et là, on peut penser qu'on n'a pas assez de statistiques pour le voir. En effet, nous n'avons qu'un seul univers, enfin même si l'univers est infini, on n'a qu'un univers observable, et des structures de l'ordre de 90 degrés, il n'y en a qu'une ou deux. Donc on n'a pas assez de statistiques, vous voyez que le bruit est très grand. Et donc si on a l'impression qu'il y a une homogénéité ici, c'est certainement ce qu'on appelle variance cosmique, puisque nous avons beaucoup de bruit dans cette région-là. Donc, que peut-on dire donc, avec les structures que l'on voit vraiment, c'est-à-dire les galaxies, les amas de galaxies? Voici une vue de notre univers proche, faite en infrarouge proche, 2 microns, de manière à avoir une longueur d'onde qui traverse un peu la poussière et voit par exemple la Voie lactée. Ici, on a les coordonnées de la Voie lactée, donc on a la Voie lactée vue par la tranche ici, on reconnaît le bulbe et le disque. Et puis, en couleur sont indiqués les amas de galaxies. Donc, par exemple, ici, l'amas de Virgo, on a la distance entre parenthèses, ou alors le redshift, 0.02, etc. L'amas de Coma, les amas de l'hémisphère sud, Horologe, Fornax, etc. Et on voit qu'il y a une structure très contrastée, mais encore, tout est ramassé sur le même endroit. Donc, si vous voulez, on a quelque chose qui est encore plus frappant pour voir les structures de l'univers, c'est faire une tranche carrément dans cet univers. Ici, il s'agit du survey qui est fait avec le Sloan Survey, un petit télescope de 2,50 m à l'Apache Point Observatory. Et ce survey a fait le spectre de millions de galaxies. On peut ainsi reporter le décalage vers le rouge, le redshift ici, et avoir une tranche, un volume d'univers qui va jusqu'à environ 600 mégaparsecs ou bien 2 milliards d'années-lumière, si vous voulez.
Et ce qu'on voit vraiment, là, ce qui est frappant, c'est qu'il y a toujours des structures contrastées, avec un delta rho sur rho, un contraste de densité de l'ordre de 1 million. Si on est sur une galaxie, on va voir exactement ce qu'il en est si on est sur un amas de galaxies, mais on aperçoit un grand mur ici et des structures tout à fait toujours aussi grandes que la taille que l'on cartographie. Donc on n'arrive pas dans les galaxies à voir un univers tout à fait homogène. Alors pour donner une idée des ordres de grandeur de ces contrastes de densité, on peut repartir par exemple du système solaire. Si on regarde la densité moyenne du système solaire lorsqu'on s'étale jusqu'aux confins du système solaire, mettons 100 AU. Donc évidemment toute la masse est dans le Soleil, mais si on la dilue sur 100 AU, ça nous fait 10 puissance moins 12 grammes par centimètre cube, quelque chose de très grand par rapport à la densité de l'univers. Si on regarde la Voie lactée, où le Soleil se trouve ici, la densité moyenne, si on moyenne toutes les étoiles sur ce volume-là, c'est 10-24 grammes par centimètre cube. On peut aussi s'intéresser ensuite au groupe local qui est fait de galaxies proches, Andromède, Messier 33, etc. Là, on dilue encore plus, donc vous voyez que c'est un peu une structure fractale qui se dilue de plus en plus. On aura 10-28. Et puis un amas de galaxies 10-29. Donc déjà, on arrive à quelque chose qui est dans la densité critique de l'univers, pour fermer l'univers, qui est de 10-29 grammes par centimètre cube. Alors ces densités-là, c'était des baryons, la matière ordinaire, c'est qu'on voit. Alors, évidemment, il y a la matière noire en plus. Si on regarde les superamas, ce sera encore plus petit. Et puis la densité baryonique, en moyenne dans l'univers, c'est 5-10-31. Donc vous voyez que quand on est à l'amas ou au superamas, on commence à avoir des contrastes qui sont très très faibles. Donc on pourrait définir une échelle d'homogénéité en quelque sorte, où on pourrait penser que les perturbations sont linéaires et que la résolution de l'équation d'Einstein est tout à fait justifiée parce qu'on pourrait la traiter de façon linéaire. Par comparaison, la densité de photons, on est dans une ère qui est dominée par la matière et les photons sont complètement négligeables ici. Alors évidemment, si on est sur Terre, vous voyez, on a un contraste encore plus grand. C'est le pic de la hiérarchie ici. Donc ce problème de lissage des homogénéités, c'est le suivant. On a une équation d'Einstein à résoudre qui est d'un côté à gauche la géométrie de l'univers, qui est le tenseur de Riemann avec la métrique mu nu et puis le tenseur de Ricci ici. On a d'un autre côté le tenseur énergie-impulsion. Ici, on a un système d'unité où C égale 1, donc on devrait avoir sur C4. Et donc, la géométrie de la matière, l'espace-temps, est courbée par la quantité de matière qui est à l'intérieur. Cette équation, lorsqu'on la développe complètement, elle est complètement non linéaire. Et donc, c'est ce qu'on disait, les deux opérations ici ne communent pas. C'est-à-dire qu'on résout l'équation et puis on lisse pour avoir la moyenne, n'est pas du tout équivalent à lisser d'abord, avoir une métrique tout à fait lisse et à résoudre ensuite. Donc on peut se demander, en effet, si cette grand contraste dont on a vu, qui peut aller jusqu'à 10 puissance 5 sur une galaxie, est-ce qu'il n'a pas une réaction gravitationnelle, un effet gravitationnel sur le reste de la métrique? Est-ce qu'il n'y a pas des parties qui vont rentrer en expansion supérieure, ou même, globalement, les petites échelles ont joué sur les grandes échelles? Et c'est cette question-là qui n'est pas encore bien résolue. On a quelques petites idées, comme on va le découvrir maintenant, mais on ne sait pas exactement si, justement, on ne pourra pas inverser la décélération de l'expansion. Alors, vous savez que lorsqu'on veut avoir l'accélération, la décélération, on a le terme en dérivée seconde de l'échelle caractéristique de l'univers, A, qui est fonction de ρ plus 3p. On a fait lambda égale 0 ici, en supposant qu'il n'y avait pas de constante, mais que tout était dans la pression de la quintessence ici, donc la pression négative. Et pour avoir une accélération, il faut que ce terme-là soit négatif, c'est-à-dire que la pression soit supérieure à moins ρ sur 3. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans un univers où justement cette pression a un W par rapport à ρ qui est égal à moins 1. Donc on est vraiment dans ce cas-là. Est-ce que cet effet-là pourrait avoir une incidence sur cette pression négative ou non? En fait, la question c'est celle-ci. Excusez-moi. Donc on a un petit volume d'univers qu'on traite de façon homogène, avec une densité. On prétend que l'expansion est régulière et lisse. Et puis, en fait, on est dans ce cas-là, avec beaucoup de contrastes, des grands vides, des filaments, avec des amas de galaxies à la croisée des filaments. Est-ce qu'on n'a pas plusieurs domaines? Dans certains domaines, on pourra avoir des constantes Hubble différentes. Alors, il y a deux aspects dans ce problème d'inhomogénéité. Il se pourrait aussi que, carrément, par exemple, la Voie lactée, elle est tout proche d'un vide local, un grand vide local,
et que le fait d'être dans ce vide accentue cet effet d'expansion qui paraît accéléré. Et puis, si on se trouvait dans un amas, donc dans une surdensité, on aurait plutôt l'aspect inverse. Alors ça, on pense que ce n'est pas vraiment la réalité, puisqu'on peut mesurer par exemple les supernovae à très grand redshift, z égale 1, z égale 2, et qu'on n'a pas du tout cet effet, en fait, c'est affranchi de l'effet du vide local. Ce que l'on cherche maintenant, c'est de savoir si les petites échelles, globalement, ont une incidence sur les grandes échelles et sur la résolution de l'équation de l'expansion. Donc, un certain nombre de personnes sont convaincues que cette réaction, back-réaction, est importante, Kolb et al., par exemple, et Buchert et al., et ont essayé de résoudre ces équations. Donc, voici un petit schéma. On part d'une métrique bien lisse, d'un espace bien lisse, et on essaie de traiter par une certaine delta, une perturbation, à cette métrique, l'aspect réel des amas de galaxies, des filaments qui sont très contrastés. Donc, par exemple, on va traiter l'aspect géométrique de la déformation de l'univers par une métrique tout à fait lisse de Friedman, Lemaître, Vasson-Volcker, qu'on va abréger en FLRW ici, et puis un terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire, donc, enfin, quand on le compare aux équations homogènes d'un univers Einstein de Sitter dominé par la matière, donc sans pression, etc., on aura ces équations-là. Hein, la décélération est fonction de ρ essentiellement, la constante de Hubble, et puis l'équation de continuité qui nous dit simplement que la densité de matière décroît comme le cube de la taille de l'univers par conservation. Alors par rapport à celle-ci, donc Buchert notamment a écrit quelques équations pour essayer de trouver si on avait ces équations, cette pression efficace qui ressortait de cette perturbation-là. Alors quand on moyenne sur quelques domaines ici, vous voyez toujours ce petit schéma d'un domaine bien particulier. On va voir ce que ça donne en fonction du domaine, la taille du domaine, si c'est isotrope ou pas. On s'aperçoit que la pression efficace qui ressort de ce calcul est dans le bon sens. Il est difficile de la calculer, pour l'instant personne ne l'a vraiment calculé exactement, seulement par des perturbations, mais le signe va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a un effet qui est plutôt négatif comme pression. Donc, ce serait peut-être, on ne sait pas si c'est de quelques pourcents ou si ça donne vraiment le bon effet, mais ça irait dans le bon sens. Et évidemment, pourquoi les gens sont motivés à faire ce calcul, même s'il est relativement difficile, c'est que si c'était ces irrégularités et cette réaction gravitationnelle, cette back-réaction qui produisait cette constante cosmologique ou cet effet d'accélération de l'univers, ce serait vraiment magique en fait. On n'aurait pas besoin de cinquième force, on n'aurait pas besoin de supposer une quintessence ou bien des cordes avec des dimensions supplémentaires, etc. Et surtout, on expliquerait pourquoi, par exemple, l'énergie noire n'apparaît qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle apparaît très récemment. Au tout début de l'univers, on est dominé par le rayonnement, puis la matière, mais surtout pas par cette constante cosmologique qui n'apparaît qu'à z égale 0,5, c'est-à-dire 5 milliards d'années, 30% de l'univers en fait. Les 2/3 de l'univers sont sans énergie noire. Pourquoi cette énergie noire apparaît aujourd'hui? Donc, si c'était dû au contraste des structures, ce serait bien vu puisque les structures se développent petit à petit et on commence à former des structures très très concentrées et très non linéaires à cette époque-là. Donc, on aurait déjà au moins résolu cette... Alors, ça paraît en effet intéressant, mais reste à prouver que cette back-réaction est vraie. Alors, certains avaient pensé aussi à des tailles de perturbations plus grandes que l'horizon. Alors, il est vrai qu'on sait très bien qu'avec l'inflation, c'est possible. Hein, on a un petit diagramme là, qui représente un peu les sortes de perturbations que vous pouvez avoir en fonction du temps. Ici, on en a parlé un petit peu, mais dans les séances suivantes, on parlera un peu plus d'inflation. L'inflation, c'est quelque chose qui a gonflé l'espace d'un facteur 10 puissance 60 dans les premières 10-32 secondes et qui surtout nous a donné une source de fluctuations, les fluctuations quantiques, qui seront les graines pour la formation des grandes structures. Donc, ces fluctuations donc, sont au départ, et puis l'espace donc, enfle énormément. Donc, vous voyez que la taille de ces fluctuations enfle avec l'espace, et ce qu'on voit en bleu, c'est l'horizon, c'est-à-dire la plus grande distance parcourue par la lumière en un certain temps t, donc c'est-à-dire ct. Donc, pendant l'inflation, la lumière en 10-32 secondes n'a pas le temps de bouger, même à la vitesse de la lumière, donc on peut dire que l'horizon est pratiquement constant.
comme taille. Et puis ensuite, alors évidemment, là, c'est une échelle log, c'est pour ça que c'est extrêmement développé pour cette inflation. Mais ensuite, on a une période où le rayonnement domine, jusqu'à environ un redshift de 4000 et 40 000 ans. Vous voyez que les perturbations ont traversé l'horizon, et puis ensuite, ces perturbations, elles vont juste être enflées avec l'expansion, qui est beaucoup plus douce que l'inflation ici. Donc elles vont, à un moment donné, re-rentrer dans l'horizon. Et l'horizon, cette fois, va plus vite que l'expansion de l'univers ici. Donc vous voyez que ce qu'on peut regarder, nous, c'est les perturbations à l'intérieur de l'horizon aujourd'hui. On va voir que les perturbations à l'extérieur ne vont pas jouer parce qu'elles sont vraiment quasiment linéaires. Alors il y a un petit calcul qu'on appelle en anglais toy model ou bien modèle joué en français si vous voulez, qui a été effectué par Nambu Tanimoto en 2005 et aussi d'autres en 2006 pour un petit modèle d'univers tout à fait simple, sphérique, dans lequel on peut faire les calculs pour savoir si justement cet effet de réaction pourrait jouer dans le bon sens. Alors on a un modèle sphérique donc avec une petite sphère où la densité est sous-dense, plus petite que la moyenne. Donc on aura un univers ouvert qui va rentrer en expansion assez forte. Et puis en bleu, la densité est plus grande, donc une densité supérieure à la densité critique, donc il faut pour collapser, donc un univers fermé. La densité moyenne est constante, c'est-à-dire qu'on a toujours la même masse, mais ce qu'on peut faire varier, c'est R0 par exemple, tout en gardant la densité moyenne constante ou la masse totale dans ce volume constant. Et donc dans cette métrique-là, on a une métrique de LTB, c'est-à-dire le mètre Tolman-Bondy, et on peut résoudre plus facilement les équations d'Einstein dans cette sphère. Donc c'est ce qu'ont fait donc Nambu et Tanimoto. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'en effet, quand on prend R0 sur L de l'ordre de 0,8 et 0,7, vous voyez que quand on a ici l'aspect décélération, le facteur Q, qui, comme on pensait jusqu'à l'an 2000 que l'univers était en décélération, on avait pris le signe opposé, c'est-à-dire quelque chose de positif pour une décélération. Et donc cette décélération, elle est en effet là. Et puis au bout d'un certain temps, vous voyez qu'on passe du côté négatif, c'est-à-dire une accélération. Donc en effet, dans ce petit modèle joué, c'était possible. Et c'est ça qui a donné beaucoup d'espoir à tous les tenants de cette back réaction en fait, pour essayer d'expliquer l'énergie noire. Mais il y a eu une douche froide très vite par une série de papiers de Green et Wald qui montraient le contraire. Donc vous avez 2011, 2013, 2016, encore aujourd'hui. En 2011, ils ont introduit une méthode de calcul, alors qui est peut-être contestable, on va le voir, mais qui essaie de faire des hypothèses dans lesquelles on a la métrique un peu lisse et puis une perturbation dans la métrique. La métrique, au départ non perturbée, elle n'est pas forcément en solution de l'équation d'Einstein, c'est l'ensemble qui l'est, et c'est surtout les dérivées qui ne sont pas petites. Donc ils partent avec une métrique qui est quand même pas très irrégulière, en gros cette métrique-là, si vous voulez, avec un petit peu d'irrégularité, et ils montrent que finalement les résultats donnent à peu près la même chose que la métrique lisse, si on moyenne sur des domaines. Alors les domaines sont évidemment très inférieurs au rayon de l'horizon, mais on va voir que c'est justifié cela, parce qu'en fait, quand on arrive à l'horizon, les perturbations sont quasi-linéaires, et quand même à des échelles donc plus grandes que L, l'univers local, qui font varier d'ailleurs, et que finalement les perturbations sont toujours positives, le tenseur est à trace nulle, et on a toujours une décélération, donc on n'a pas d'effet négatif dans la pression efficace. Et en tout cas, les effets sont de l'ordre d'1%. Donc ils expliquent que pourquoi, c'est que les perturbations sont toujours newtoniennes, pas du tout relativistes, et que les équations d'Einstein sont telles que cette perturbation ne crée pas énormément d'effets, alors que finalement, si la gravité était modifiée, peut-être qu'il y en aurait. Donc c'est quand même dû à la forme des équations d'Einstein. Alors évidemment, le clan adverse a réagi, Buchert et Kolb, et collaborateurs, en disant que, et peut-être un peu à juste titre, c'est qu'ils sont partis d'une métrique très lisse, donc ils n'ont pas fait le calcul complet. Surtout, ils n'ont pas pris en compte les vides qui sont très très importants en volume, on est dominé par les vides, et qu'eux, ils trouvent que dans leur calcul, le tenseur là, a une trace qui est non nulle, contrairement à ce que disent Green et Wald. Donc finalement,
la contradiction n'est pas complètement acceptée et bien que les calculs ne peuvent pas être complètement faits dans ce cadre-là, la question reste encore un petit peu ouverte. Il y avait quand même autrefois, même il y a à peu près 10 ans maintenant, les calculs de Bardeen et al. Qui semblaient contredire le modèle joué de Nambu-Tanimoto en faisant des simulations sur la petite sphère de LTB. En fait, ils pensaient que en fonction du rayon, là vous avez des caustiques qui vont se former à la liaison entre la sphère sous-dense et la coquille surdense. Et il y a en fait des caustiques qui se produisent et le développement LTB ne serait pas valable. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions aussi dans le célèbre modèle, taille modèle de Nambu qui avait déclenché l'espoir d'avoir un peu de l'énergie noire à partir de la back réaction. Donc en résumé, je dirais que finalement c'est encore à voir, hein, la question n'est pas tranchée. En fait, on a des unités à petite échelle, on a vu qu'il y avait un effet quand même, et donc je pense que même si on n'arrive pas à rendre toute l'énergie noire avec cette back réaction, il faut quand même le calculer, il faut quand même l'estimer, car quand on est dans une ère de cosmologie de précision, il faut absolument, si on veut avoir le pourcent, ou moins que le pourcent sur les effets de la gravité de l'espace et de l'expansion, il faudrait estimer un petit peu qu'est-ce qui est dû à cette irrégularité à petite échelle. Donc, quelle est la réaction des contrastes à petite échelle sur les grandes échelles? À mon avis, même si l'effet n'est pas complètement aussi grand que voulu, il faut quand même qu'on le détermine. Donc ça, c'est à voir dans la suite. Alors, des tests sont certainement possibles, justement avec tous les sondages que l'on est en train de faire actuellement. Alors, on a vu qu'on a parlé dans une séance précédente d'oscillation des baryons, oscillation acoustique des baryons. On peut mesurer les distances aussi, on va voir comment, parce que pour déterminer la différence entre les deux modèles, soit un modèle de quintessence standard, soit un modèle où cette pression négative est due à une back réaction, en fait, la distance va nous donner la dégénérescence peut être levée par ces observations. Donc, il serait possible, avec les BAO, les supernovae qui sont les chandelles standards, ici, c'est des règles standards ou des surveys, on aura cette information-là. Il y a aussi une expérience assez simple en principe, mais qui est délicate à mener, c'est de mesurer l'expansion de l'univers en mouvement propre. On sait qu'à tout instant, l'univers est en expansion et le redshift des objets n'est pas constant. Il y a une certaine variation de redshift, et notamment on peut l'écrire en fonction de h, qui aussi h dépend de lambda et d'oméga m. Et cette expérience a été proposée comme expérience possible avec les futurs grands télescopes, comme les Extremely Large Telescopes, le ELT de l'ESO, ou des télescopes de 30 ou 40 mètres qu'il y a aux États-Unis ou en Europe en prévision, donc pour la future décennie. Et donc, voici une petite simulation qui a été faite par les astronomes qui pensaient à cette expérience-là. Bon, il faudra attendre 20 ans, hein, l'expansion de l'univers, c'est quand même très, très lent. Attendre 20 ans d'observation et observer pendant 20 ans 10 quasars, par exemple. Donc, vous voyez ce qu'on aurait avec la variation de Z en fonction du temps, en fonction de Z. Et ces points-là sont les points de mesure simulés, hein, on ne peut pas observer encore. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment on distingue un modèle qui est basé sur le modèle classique oméga égale 0,3 et oméga lambda égale 0,7, c'est-à-dire la quintessence ou l'énergie noire, et puis un modèle où on aurait seulement oméga m égale 0,3. Et vous voyez que les observations sont capables de les distinguer. Donc dans le futur, on pourra vraiment savoir exactement ce qui est dû à cette back réaction, par exemple. L'épaisseur en grisé ici, c'est une erreur sur la constante de Hubble de 8 km par seconde. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on sera capable de faire à l'époque. Alors revenons à ces BAO ou oscillations baryoniques. Donc, comme on a vu l'autre jour, c'est une expérience qui a été faite, qui a été déjà détectée en 2005. Hein, ce sont la taille caractéristique qu'on voit dans la distribution des galaxies, due au fait que autrefois, avant 400 000 ans après le Big Bang, toute la matière était ionisée, un plasma, protons, électrons, et était en équilibre avec les photons.
interagissait avec la section Thomson, donc elle ne pouvait pas s'effondrer, mais elle était en onde sinusoïdale, en onde acoustique. Et on avait une des plus grandes, était celle-ci, hein, alors je peux faire une petite animation, qui est justement comment se déplace une onde sonore dans le milieu, le plasma primordial, avec une vitesse du son qui est c sur racine de 3. Et ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à 400 000 ans, le moment où le plasma se recombine, on sait qu'on a parcouru 150 mégaparsecs, c'est-à-dire environ 450 ou 500 millions d'années-lumière. Donc cette taille-là est justement la règle standard qui nous est très utile pour cartographier l'univers et savoir si on a de l'énergie noire, par exemple. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une seule de ces perturbations, il y en a 36, c'est pour ça qu'il faut faire un spectre de puissance pour avoir la taille caractéristique que l'on voit, et c'est en effet ce qui s'est produit là. On a le spectre de puissance en fonction de la séparation des galaxies, et on voit que cette taille caractéristique qui correspond à l'horizon sonore, elle se retrouve déjà, donc en 2005, on avait fait la première détection, mais aujourd'hui, on est capable de faire un peu mieux. Alors ici, il y a ces oscillations dans le fond cosmologique, le fond de micro-ondes à 3 degrés, qu'on a découvert par Planck, WMAC et COBE. Et puis la matière, ce n'est pas tout à fait le même, mais c'est très proche. Il y a une longueur d'onde de le double et puis un certain déphasage. Mais vous voyez que c'est exactement ces ondes-là qui sont gelées dans la matière lorsqu'il y a recombinaison. Donc ce qui est très intéressant dans ces oscillations et cette taille caractéristique de l'horizon sonore, c'est que lorsqu'on fait des surveys de galaxies à plusieurs redshifts, on va faire des tomographies, on a deux tailles caractéristiques. En fait, cette taille caractéristique, c'est une sphère en quelque sorte. Et on peut la mesurer dans le plan du ciel, perpendiculaire à l'observateur, ou bien sur la ligne de visée. Et ces deux-là ne sont pas équivalentes. Ici, on a le redshift, en fait, avec la constante de Hubble. Ici, on a une distance angulaire, en quelque sorte. Donc, on a un test, si on compare les deux, ils doivent être égales. On a un test qu'on appelle le test de Paczynski, et qui est justement en fonction de cette distance dA, de h, dépend de lambda, dépend de l'énergie noire, etc. Et donc, c'est très, très intéressant, puisqu'on voudrait savoir quelle est la valeur de cette énergie noire à tous les redshifts en fonction du temps, et c'est ça qui va nous le donner. Donc toute l'information est dans ce spectre de puissance en fonction de la taille. Alors ce que vous voyez ici, c'est les grosses tailles, donc on a par le fond micro-ondes, on a le SDSS dont on a parlé, et puis on a lentilles, etc. Et donc ce spectre-là, ce qu'on prévoit, donc c'est ce genre de structure-là, c'est-à-dire ces petites oscillations acoustiques, elles sont de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on a ici donc les tailles. Donc c'est une transformée de Fourier, donc on a ici le nombre d'ondes, si vous voulez, et les tailles. Donc ici on a les petites échelles et les grandes échelles. Ce qui se passe au départ, lorsqu'on sort de l'inflation, on a un spectre de fluctuation qui est celle similaire, et donc une loi de puissance bien régulière. Donc c'est celle-ci. Et puis il arrive un moment où il y a comme un point de retournement. Tout ce côté-là, les petites échelles, elles sont justement au-delà, à l'intérieur de l'horizon, lorsqu'il y a équivalence entre matière et rayonnement. Ce fameux redshift à 4000, qui est 60 000 ans après le Big Bang. Donc à ce moment-là, toutes les structures qui sont à l'intérieur de l'horizon auront été diminuées en intensité à cause du streaming des photons. Les photons créent une pression, ils sont relativistes, et donc tout ce qui est à l'intérieur de l'horizon sont soumis à cette pression. Au-delà, vous n'êtes pas soumis, donc il n'y a pas de problème. Mais toutes les particules relativistes, même les neutrinos, s'ils sont très petits, qui sont tout à fait relativistes, pourront créer une pression et empêcher la formation de petites structures. Donc c'est pour ça que vous avez cette décroissance ici. Et là-haut, justement, c'est la limite entre les deux, et c'est aussi la limite où on a des structures qui sont très linéaires, en fait, très très peu contrastées. Donc le contraste passe ici, car les structures qui se développent le plus vite, c'est les petites structures. Les premières structures instables de Jeans sont à petite échelle. Donc ici, c'est très contrasté, mais vous voyez que c'est quand même inférieur à ce qu'on avait au départ. Donc c'est ce qu'on voit, c'est quand les BAO, le domaine des BAO, c'est 150 mégaparsecs, on a vu, en comobile, et ça peut être considéré dans le régime linéaire. En fait, à cette échelle-là, l'univers est dominé par les vides. On a, pour donner des échelles, les amas de galaxies qui sont de l'ordre de 3 à 15 mégaparsecs. Les superamas seraient peut-être 5 à 10 fois plus gros. Vous avez un réseau de filaments, et tout le reste, évidemment, le vide, en volume, domine complètement, 60 à 80%. On estime qu'il y a des vides de taille caractéristique et que ceux-là
à 40 mégaparsecs occupe environ 40% du volume. Dans ces vides-là, le contraste ne peut pas être très grand par rapport à la densité moyenne, puisque vous atteignez vite 0, donc vous ne pouvez pas avoir pas plus que moins 1. Donc vous voyez que dans les vides, vous avez jusqu'à moins 0,94, quelque chose comme ça. Donc l'échelle d'homogénéité statistique, où on va pouvoir considérer les perturbations comme quasi-linéaires, c'est environ justement 150 mégaparsecs, cette taille des BAO. Alors ce qu'il faut, si on veut vraiment estimer le degré du contraste et de l'irrégularité, c'est regarder un petit peu ce qui se passe à plus petite échelle. On va regarder un peu ce qui se passe localement. Et ça, on en connaît un peu plus que évidemment, ce qui se passe à grande échelle, c'est plus facile d'observer. Et donc, on a plusieurs informations. Alors, la première des informations qu'on a dans l'univers local, c'est que le groupe local est en mouvement par rapport au fond cosmologique qui peut être considéré comme un repère de l'univers, si vous voulez, qui est au repos avec l'univers. On sait par le fond cosmologique qu'il y a un excès, il y a un dipôle, un excès de température positive, ici en rouge, vers la constellation du Lion, par exemple, et ici en bleu, plus froid vers le Verseau, et que ceci est dû à notre vitesse, environ 640 km par seconde, dans cette direction-là. La température ici est en gros due à l'effet Doppler, qui est égal à gamma 1 moins v sur c cosinus θ. Donc le θ est dans ce sens-là. Le dipôle est assez important, il faut le soustraire pour voir les anisotropies qui sont de l'ordre 10 microK, ici c'est 3 microK. Donc ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'on peut expliquer, avec les structures qui nous entourent, est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement-là? Alors ça, c'est quelque chose qui est assez délicat, mais c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la vitesse particulière de toutes les structures qui nous entourent. Vous avez des galaxies, des amas de galaxies. En général, on compte sur l'expansion de l'univers et le redshift, le décalage vers le rouge, pour avoir la distance des objets. Mais justement, ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on veut avoir un indicateur de distance différent du redshift, de manière à faire la différence entre le total, le redshift total, et puis ce qui est dû à l'expansion de l'univers uniquement. Donc ça s'appellera la vitesse particulière, qui peut être due à la dispersion de vitesse qu'il y a dans les amas de galaxies, par exemple. Andromède, ça rapproche de nous, il n'est pas du tout en train de s'éloigner. Et puis, on aurait peut-être autre chose qui ne serait pas cinématique, et c'est ce qu'on cherche. Alors, est-ce que c'est vrai? Donc, comme indicateur de distance, on a, à petite distance, on a des étoiles comme chandelle standard, les céphéides, qui sont bien connues. C'est-à-dire, ce sont des étoiles dont la période dépend de la luminosité intrinsèque. Donc, si vous regardez la période avec une bonne précision, vous avez la luminosité, vous avez ensuite la luminosité apparente et vous en déduisez la distance. C'est un peu la même chose pour ces géantes rouges. Vous avez deux relations, le Tully-Fisher et le plan fondamental. Alors, Tully-Fisher, qu'est-ce que c'est? C'est une relation que M. Tully et M. Fisher, en 1978, ont trouvée de façon empirique entre la vitesse de rotation des galaxies spirales, un peu comme celle-ci, la vitesse de rotation mesurée sur le spectre, et puis la luminosité totale. Alors, la luminosité totale, c'est les étoiles. On sait aujourd'hui que c'est en fait la masse des baryons, car lorsqu'on a du gaz qui domine les étoiles, c'est plutôt la masse de gaz et des étoiles qu'il faut prendre en compte. Donc on a une relation entre la masse des baryons et la vitesse, la puissance 4 de la vitesse de rotation. Alors ça, c'est très intéressant parce que la vitesse ne dépend pas de la distance. Vous mesurez la vitesse et par cette loi, vous en déduisez la luminosité intrinsèque de la galaxie. Et en comparant avec la luminosité apparente, vous avez la distance. C'est un très très bon indicateur pour les galaxies spirales qui tournent. Pour les galaxies elliptiques, qui sont la majorité dans les amas de galaxies, vous avez une relation un peu semblable, moins précise, avec trois grandeurs, la dispersion de vitesse à la place de la courbe de rotation, et ça fait un plan fondamental, mais encore une fois, c'est un indicateur de distance. Vous avez aussi la fluctuation de la brillance de surface des galaxies. Si une galaxie est proche, vous voyez les étoiles, les amas d'étoiles, ça fluctue beaucoup. S'il est très loin, ça se moyenne à quelque chose d'un petit peu beaucoup moins fluctuant. Donc ça, c'est aussi un indicateur. Alors avec tous ces indicateurs, voici à quoi on arrive. Donc on a une vue à 3 dimensions, donc Y, Z, enfin un super plan. On a transformé les distances que l'on connaissait donc en grandeur. En fait, c'est pas ça. D'habitude on met le redshift, mais là on a la vraie distance. Donc nous sommes au milieu, la Voie lactée.
Vous avez ici Virgo, Coma, vous avez Chapelet, vous avez des tas d'amas. Vous voyez que la structure est très irrégulière, en effet. Et puis, ce qu'on voudrait savoir, en fonction de la distance, vous allez croître en distance jusqu'à un certain volume. Vous voyez que ça va jusqu'à 100 mégaparsecs quand même. Et on espère avoir, en fonction des rayons, toute la vitesse qu'on a observée dans le fond cosmologique, 640 km par seconde. Et en fait, on n'y arrive pas. Ce qui est curieux, on n'a pas encore tout vu. Ou alors, on se trompe, ou alors il y a quelque chose d'autre. Par exemple, les travaux de Lavaux et al., on voit tout ce qui est dû à tous les amas qu'on a cités, Coma, etc. On a aussi un grand attracteur. Le grand attracteur, on l'a vu sur la première vue, c'est qu'il y a un gros amas de galaxies qui est dans le plan de la Voie lactée. Donc au départ, en optique, on ne le voyait pas, mais on le voit quand même très bien aujourd'hui parce qu'on a de l'infrarouge, avec TUMAS on le voit. On le voit aussi dans le gaz d'hydrogène atomique, H1 à 21 cm, qui traverse la galaxie sans problème. Donc il y a beaucoup de galaxies qu'on a vues dans le plan de la Voie lactée, qu'on ne voyait pas en optique et qu'on voit aujourd'hui. Donc ce grand attracteur, qui est un gros amas près de l'amas de Chapelet, on l'a vu. Donc finalement, tous les amas, aucun ne nous est complètement obscurci, surtout quand on est en radioastronomie. Donc surprise, pourquoi on ne voit pas, on n'arrive pas à reproduire toute la vitesse due à l'attraction de tous les amas locaux. Et puis aussi la direction, on n'y arrive pas à reproduire. Par exemple, ici, il y a plusieurs essais, selon qu'on prend un certain volume, et vous voyez qu'ils sont tous en train de converger vers avec un point ici, alors que le point du dipôle du CMB est ici. Donc on a vraiment un décalage qui ne semble pas être dû aux observations. Ici, vous voyez le dipôle en bleu, et l'angle, on est en train de converger vers quelque chose, mais qui n'est pas la direction dans laquelle on voit le dipôle. Alors ça a été revu par beaucoup de gens. Ici, on voit un modèle qui a été fait, le modèle standard, lambda CDM. On a ajouté des baryons, on a ajouté un petit peu tout ce qu'on veut. Mais vous voyez qu'on est toujours en deçà. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a moins de masse. Et en effet, quand on regarde oméga m, qui est normalement égal à 0,3 par beaucoup d'autres observations, par les lentilles gravitationnelles, par le fond cosmologique, etc., on voit qu'on n'a que 0,15 et 0,20 jusqu'à 100 mégaparsecs, ce qui est vraiment curieux. D'autres personnes l'ont fait. Ce n'est pas simplement un groupe d'observateurs. Ici, on voit un petit peu la marche au hasard qui est due lorsqu'on regarde la direction dans laquelle on irait si on avait des amas jusqu'à 7 mégaparsecs, jusqu'à 400 mégaparsecs, ce qui commence à être l'échelle d'homogénéité. On a le min ici, et puis la marche au hasard arrive jusque-là. Vous voyez que Erdoğlu et al., c'est le carré rose, un autre groupe d'auteurs, le triangle vert, mais on semble tous converger dans cette région, et le CMB, c'est ici. Quand on regarde aussi autrement, en fonction de la magnitude des galaxies que l'on intègre dans le calcul, on voit que le misalignement, enfin le delta θ entre le CMB et puis celui des galaxies, converge, mais pas vers 0. Vers quelque chose d'autre, et l'oméga m converge vers 0,2. C'est quand même curieux. Donc, alors, est-ce que la structure locale pourrait nous faire tromper, enfin nous tromper sur la valeur d'H0? Ça, c'est des simulations de galaxies récentes comme S et Kitora qui essaient de le montrer. Quel est l'effet dû à tous ces vides et à toutes ces... On a un grand vide local, on a aussi des amas. Vous voyez ici des simulations numériques où on a des vides et on voit aussi en petits vecteurs les vitesses qui sont calculées proprement dans la simulation avec toutes les structures que l'on a dans l'univers local. Donc on a essayé de faire des simulations contraintes avec l'amas de Virgo, l'amas de Coma, etc. On voit que dans les vides, en effet, les vitesses se dispersent. On a donc une constante de Hubble, entre guillemets, qui est un petit peu grande. Donc ici, la conclusion de ces simulations sont qu'en effet, les supernovae 1A, qui sont nos chandelles standards, localement, elles sont biaisées, puisque justement, elles se retrouvent dans les structures qui forment le dipôle. Elles ne se retrouvent pas dans les vides, bien entendu, on a un certain biais. Mais ils l'ont pris en compte, et aussi, dû à Virgo, on a un certain boost de vitesse qui nous fait trouver H0 différent, mais que l'effet est très très faible. En fait, il est de l'ordre de 1,7 km par seconde par mégaparsec, c'est-à-dire environ 2% sur l'estimation d'H0, ce qui est très très bien en fait. Donc on ne semble pas être biaisé dû à ces structures. Donc le dernier
travail là-dessus, Springbob et al. De 2016, donc très récent, semble toujours trouver cette convergence vers un point qui serait dans cette région-là et qui ne serait pas le point du CMB. Donc c'est encore une question ouverte. On a toujours un flot cosmique résiduel de 200 sur les 600, on n'arrive pas à expliquer ces 200. Donc il y a quand même des effets mystérieux. Alors, il faut quand même dire qu'on a bien cartographié l'ensemble de notre environnement. Vous avez peut-être vu le travail de Tully et al. En 2014 qui avait de façon détaillée bien identifié le superamas local par des vitesses. Il avait calculé toutes les vitesses et les distances, avec la loi de Tully-Fisher notamment, et montré que on a comme des bassins versants, si vous voulez, où toutes les vitesses tombent d'un côté, vous avez ces champs de vitesse ici, et que la ligne jaune est une certaine ligne de crête, où tous les mouvements se font de l'autre côté. Donc c'est la ligne qui sépare les deux bassins versants ici, et qu'on a bien un superamas qui est de taille 160 mégaparsecs. Et en fait, il est un petit peu lié gravitationnellement, mais pas complètement. On a donc cette expansion due à l'énergie noire qui est en train de le défaire. Donc c'est pas complètement. Les amas sont bien liés, mais le superamas n'est pas complètement lié. Et ce superamas est appelé Anyakea. Alors ce qu'on voit bien sur cette structure, nous sommes là, évidemment. Vous voyez qu'on a un vide, un grand vide local, et une grande surdensité de l'autre côté. Donc on est vraiment bien placé pour tester les problèmes d'irrégularité locale. Il y a aussi ces effets de Reis-Yama, qui est aussi un effet pour tester ces irrégularités. En fait, cet effet-là, c'est le même que celui de Sachs-Wolf, dont on a déjà parlé, qui est représenté par ce petit schéma. C'est-à-dire que si vous avez une structure qui disons, creuse l'espace, qui change la géométrie de l'espace, et que des photons arrivent d'un côté, donc le photon tombant dans ce vide gagne de l'énergie, devient plus bleu, puisqu'il a toujours la même vitesse. Et si jamais vous n'avez pas d'énergie noire, pas de constante cosmologique, lorsque vous ressortez, vous perdez autant d'énergie que ce que vous avez gagné en tombant, et vous ressortez de la même couleur. Par contre, si vous avez de l'énergie noire, ce n'est pas le cas. Votre amas ou superstructure se sera un petit peu dégonflé, donc la courbure se sera un peu aplatie, et donc vous remontez avec plus d'énergie que vous êtes tombé, et donc vous avez un effet de bleuissement du photon qui tombe là-dessus. Donc ça, lorsqu'on est dans l'univers proche, on l'appelle Reis-Yama, mais c'est la même chose que cet effet-là. Et donc, en présence des superamas, est-ce qu'on peut regarder un petit peu ces effets-là et essayer de les simuler? Alors, certains travaux récents, comme Boleshko et al., ont essayé de simuler cela en essayant de voir si, entre le redshift observé, il y avait une contribution qui est due évidemment à l'expansion de l'univers, H0, l'autre aux éléments de vitesse particulière, qui sont la dispersion de vitesse dans un amas, et puis est-ce que vous avez encore autre chose, qui est justement l'effet non cinématique dont on parlait, et qu'on semble peut-être découvrir dans l'univers local, puisqu'on n'est pas arrivé à observer, à expliquer tout le redshift ici. Donc l'expansion sous-jacente et les effets de structure, en fait. Donc voici leur simulation. En fait, ils ont essayé de le faire dans un modèle de Sekeres qui, dans les années 70, avait trouvé une façon de simuler de façon plus exacte les inhomogénéités. Et donc, vous avez ici un modèle où il y a le modèle classique de Friedman-Lemaitre, où on a moyenné la densité de l'univers local à 8 mégaparsecs. Donc c'est un petit peu doux, ça fait des structures qui ne sont pas très contrastées. L'observateur, c'est-à-dire la Voie lactée, est ici. Vous voyez un vide local et une surdensité. Et on essaie d'expliquer donc l'intensité du dipôle donc en fonction de Z. Et ce que vous voyez en vert, ce sont les données. Le composite de tout ce qu'ils ont pu trouver dans la littérature de données. Et en bleu, ce qu'ils arrivent à expliquer. Donc pour le dipôle, c'est pas trop mal. Et ils comparent avec justement le modèle LTB, où on a juste une sphère, pour savoir si les effets d'irrégularité locale sont intéressants. Alors vous voyez qu'ici, on n'arrive pas à reproduire ces données avec la sphère et avec le modèle de Friedman-Lemaitre, Robertson-Walker, ici en rouge. Et alors pour le quadrupôle, c'est encore pire, on n'y arrive pas du tout. Donc ces petites simulations montrent qu'en effet, on pourrait déterminer et mieux comprendre pourquoi on n'arrive pas à reproduire
les observations du CMB, hein, notre dipôle et quadrupôle, alors qu'on connaît toute la structure de l'univers et les vitesses particulières. Alors si on passe au BAO maintenant, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à simuler. Hein. Il a été fait par exemple dans les simulations à grande échelle de Springall et al. Il y a une dizaine d'années. Ici vous voyez des simulations dans des cubes cosmologiques à très très grande échelle. Donc c'est quelque chose qui est plus linéaire, donc c'est plus facile. Vous avez en rouge la matière noire, en vert les galaxies. À l'époque, il y a 10 ans, on avait les points observés, ce qui n'était pas très très déterminant. Mais on va voir qu'aujourd'hui, on a beaucoup mieux. Hein, vous avez entendu l'exposé d'Éric Aubourg qui montrait les expériences d'Anderson et al. Avec leur correction ou sans recorrection. Enfin, on voit très très bien le pic de l'horizon sonore ici. Et on en déduit le H, on en déduit aussi la compatibilité avec le lambda CDM, le modèle local. Donc à ce redshift-là, hein, ce sont des observations faites avec toutes les galaxies du Sloan Survey. Donc c'est relativement proche, hein, Z compris entre 0,2 et 0,7, mais avec un très grand champ de vue, 1500 degrés carrés. Donc à ces distances-là, on ne voit pas d'écart au modèle standard. Donc les irrégularités de façon linéaire n'ont pas d'effet. Il y a une toute petite tension lorsqu'on va à plus grand redshift, et ça c'est possible avec le Lyman alpha, la forêt de Lyman alpha, devant les quasars. Hein. Voici un quasar où on a des forêts de Lyman alpha, du gaz qui, dans l'espace intergalactique, est en absorption devant le quasar. Donc vous pouvez avoir des redshifts entre 2 et 3. Et avec ce pic bien détecté, ils ont pu avoir H0, la distance angulaire en fonction du rayon de l'horizon RD, distance de l'univers, c'est-à-dire le rayon de Hubble ou l'horizon ici, et ils voient un écart de 7% avec le modèle standard, donc significatif seulement à 2,5 sigma. Donc il ne faut peut-être pas trop s'exciter, mais lorsqu'il y aura plus d'observations, ce sera peut-être intéressant de revoir ça. C'est quand même avec 137 000 quasars. Alors évidemment, dans le futur, on aura avec ces techniques-là il y a beaucoup d'espoir en tout cas d'avoir plus de précision et pouvoir par exemple tester les modèles de gravité modifiés, comme par exemple le modèle DGP dont on parlera dans une séance suivante. Et on voit que dans ce spectre en transformé de Fourier de ces oscillations, on verra nettement une différence entre les modèles. Donc dans le futur, pour l'instant ce n'est pas encore possible, dans le futur on aura ces tests-là. On a aussi des tests avec les lentilles gravitationnelles qui sont possibles. Vous voyez qu'on peut avoir les distances aussi avec ces lentilles. Dans les lentilles, on a, pour une source donnée, on a une certaine augmentation de la taille de la source et de la luminosité, mais aussi une perturbation, ce qu'on appelle cisaillement gravitationnel. C'est avec ce cisaillement gravitationnel, notamment Euclide, qu'on pourra avoir énormément d'informations sur oméga lambda, l'énergie noire, etc. Hein, notamment, je fais un petit schéma pour bien comprendre comment se passe cette amplification de lentilles. Ici, vous avez une mire complètement non perturbée. Et vous voyez que la galaxie, en fait, elle est amplifiée en taille, mais la brillance de surface est constante. Et on voit bien que, évidemment, sa brillance totale sera plus grande, mais aussi il y aura moins de galaxies puisque votre mire aussi a été amplifiée. Donc le nombre de galaxies sera moins grand et on aura ces effets-là. Alors aujourd'hui, on a déjà des retours avec certains surveys de lentilles gravitationnelles, comme le CFH, et aussi le KITS, qui est le kilo degré survey, fait avec OVLT. Un papier récent notamment, qui donne la même chose. Alors le papier récent donne la contrainte en vert ici. En fonction, donc ce qu'il y a en échelle, c'est la densité de matière, oméga, qui dans le modèle standard est 0,3, vous voyez qu'on retrouve bien cela. Et sigma 8, c'est l'intensité des fluctuations dans 8 mégaparsecs. On appelle ça, pour une calibration, si vous voulez, des fluctuations. Alors on voit que le grisé et le vert donnent un peu la même chose, donc les lentilles gravitationnelles nous donnent déjà une contrainte et qui semble en désaccord. Alors c'est surtout Planck qui est en désaccord, là il y a une discordance parce qu'avec le fond cosmologique de WMAP et des autres, le télescope du pôle sud et de l'Atacama, ça semble être en accord avec les lentilles gravitationnelles. Donc il y a un problème avec Planck ici de tension.
qu'on n'a pas encore bien compris, mais c'est peut-être dû à d'autres paramètres que ces paramètres-là. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces diagnostics, c'est de comparer plusieurs tests qui sont dus à des effets physiques différents, les lentilles gravitationnelles, les BAO ou les amas de galaxies, et ça permet d'avoir une confiance beaucoup plus grande dans tous ces tests. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a, avec le CMB, avec Planck, des problèmes, mais dans l'avenir, peut-être, ils vont disparaître. Alors, je vais en finir maintenant avec les amas de galaxies, car ce sont en effet des tests très précieux, on va voir, qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de flèches à leur arc, si on peut dire, car on a à la fois le problème de règles standards ou de chandelles standards. Ici, on va se servir pour les amas de la fraction de gaz dans les amas. Alors, on sait que dans les amas de galaxies, l'essentiel des baryons est visible, ce qui n'est pas le cas dans le reste des vides dans les galaxies, etc. Pourquoi? Parce que le gaz qui normalement est peut-être froid ou dilué dans les filaments est chauffé et devient visible par les rayons X. Donc vous avez énormément de gaz très chaud à des millions ou 10 millions de degrés et vous voyez pratiquement tous les baryons. Donc c'est en mesurant le gaz, qui est pratiquement la fraction de baryons dans les amas, et en supposant que c'est exactement la fraction universelle que vous avez dans l'univers, que vous allez avoir une chandelle standard en quelque sorte. Donc on va en revenir là-dessus. Et puis évidemment, vous pouvez aussi compter le nombre d'amas en fonction d'une masse donnée pour savoir si la gravité a été suffisante pour former un redshift donné, le nombre d'amas que vous avez envie. Donc si vous avez beaucoup d'énergie noire à un moment donné, vous allez contrecarrer la gravité, puisque l'énergie noire a un effet répulsif. Donc si vous avez moins d'amas, vous pourrez dire que l'énergie noire était déjà très présente à ce redshift-là et que c'est plutôt une quintessence par rapport à une constante cosmologique, etc. Donc c'est ça le principe, c'est tester quand est-ce qu'arrive l'énergie noire avec précision et aussi peut-être la gravité modifiée, si vous voulez, si vous avez plus de gravité que prévu. Donc comment fait-on ceci pour les amas? Alors vous avez une certaine émission des amas en fonction du rayon. Ce dont on se sert, c'est en fait le bord des amas, car le centre des amas est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de physique baryonique qui empêche d'avoir des effets self-similaires d'un amas à l'autre, ce qu'on voit ici, une grande dispersion. Par contre, ici, on a quelque chose qui est à peu près une droite, en log-log ici, donc un effet self-similaire. Donc, par exemple, les travaux de Morandi et Sun, qui se servent de cet effet self-similaire des amas dans les parties externes lorsque les processus baryoniques n'ont pas complètement dilué tous les effets cosmologiques. Donc, de quoi on va se servir? On va se servir de la fraction de gaz, qui est la masse du gaz chaud que l'on voit en rayons X par rapport à la masse totale, matière noire comprise. Les galaxies sont très peu, enfin 15 ou 20% de la masse baryonique totale. Donc, on va faire une correction, mais en général, c'est à peu près la même pour chaque galaxie, donc on va en déduire la masse des baryons. Et puis, avoir on va l'exprimer en fonction du biais. Alors ce biais, c'est un tout petit facteur qui peut prendre en compte le gaz qu'on a échappé à la formation de l'amas, mais il est vraiment quelques pourcents, donc ça ne va pas être énorme. Et puis, avoir cette quantité-là en fonction donc, de oméga B, de oméga M, et puis des distances en fait, qu'on a supposées pour déduire la fraction de gaz. Alors ici, la masse de gaz, elle dépend de la distance angulaire à la puissance 2,5. La masse totale, qui est plutôt la vitesse au carré, R, ça dépend de dA. Donc cette fraction de gaz va dépendre de 1,5. Donc vous voyez qu'on a des dépendances en distance qui vont nous être utiles. Par exemple, les premiers travaux donc, de Morandi et Sun sur 320 amas de galaxies, en supposant qu'il y avait cette self-similarité, ont permis de leur trouver déjà une valeur de W. W, c'est le rapport entre la pression et la densité dans les unités C égale 1, évidemment, sinon vous auriez un C2, qui est assez précis. On a déjà 3%, enfin, d'après ce qu'ils disent, 3% sur cette valeur de oméga, de W. Et puis, une autre physique qui est assez importante aussi, c'est l'effet Sunyaev-Zeldovich, dont on va décrire ici. Donc, par exemple, dans un amas comme Coma, vous avez l'observation des X, qui est très importante, on a vu, par la fraction de gaz. Vous avez l'observation optique, qui
qui est là depuis des dizaines d'années, hein, mais les galaxies ne sont pas une masse très importante, c'est plutôt le gaz qui domine. Et puis vous pouvez aussi observer en radioastronomie, donc là c'est les X, l'optique et la radio, en radio avec Planck, à 1 mm de longueur d'onde. Ce que vous voyez, ce sont la déviation par Compton inverse des photons du fond cosmologique du CMB. Donc on va comparer deux effets en fait, puisqu'on observe en X et en radio, et on observe des effets physiques différents qui vont nous donner des grandeurs différentes en fait sur les amas. Ce que vous avez ici, vous avez donc un plasma d'électrons très énergique, et lorsqu'il y a collision entre un photon de 3 degrés Kelvin avec ces électrons relativistes, vous avez un photon qui est beaucoup plus énergique. Vous avez pris de l'énergie à l'électron et vous en avez plus d'énergie. Donc vous allez décaler le fond cosmologique, et ceci est proportionnel à la densité, la température, etc. Par contre, l'émission X, elle, c'est le free-free ou le Bremsstrahlung, comme on dit, c'est-à-dire une émission beaucoup plus énergique que l'on voit en rayons X et qui est proportionnelle à n carré et la fonction de refroidissement du gaz. Donc, ce que vous avez ici a été détecté par Planck dans beaucoup d'amas. 1653 amas ont été détectés par cet effet Sionel-Zeldovich qu'on abrège ici par SZ. Ce que vous avez ici, c'est en fonction de la fréquence, l'intensité du fond cosmologique. Vous avez normalement un corps noir qui est la courbe en rouge, et une fois passé à travers l'amas, vous lui avez donné un peu d'énergie au photon et donc vous avez décalé vers le bleu. Lorsque vous soustrayez les deux, vous avez la différence, un creux d'un côté, un maximum de l'autre, et c'est ce qu'on voit dans les différentes bandes de Planck, les bandes de fréquence, où on voit un amas ici soustrait en bleu et puis ici en plus. C'est la partie ici, la bosse ici et le trou ici. On voit nettement cet effet Z et on va pouvoir en déduire la quantité N2T ici pour 1653. Alors d'autres télescopes au sol comme le pôle Sud avaient déjà vu 244 amas, mais Planck a observé tout le ciel et a beaucoup plus d'amas. Donc vous voyez que les amas ont de grands avantages pour détecter l'énergie noire et avoir son évolution en fonction du redshift. Vous avez la mesure des distances avec les rayons X, avec le SZ, et vous avez des mesures qui sont de plus en plus précises. Vous avez la fonction de gaz, la fraction de gaz, qui est une constante, qui lève la dégénérescence avec le CMB, et vous avez des phénomènes différents qui permettent d'être indépendants du biais et de l'équilibre hydrostatique. Ok, donc je vais aussi parler un tout petit peu, mais ça on en verra dans les séances futures, de la gravité modifiée et des tests qu'on peut avoir là-dessus. Alors par exemple, là c'est un petit schéma qui vous montre bien pourquoi l'énergie noire va défaire les amas. On a vu que même l'Anyaka était en train d'être défait. Donc le nombre d'amas en fonction de leur masse est vraiment un test crucial, et on voit déjà que l'observation des amas en fonction des autres tests possibles, la figure de mérite de tous le CMB, etc., on voit qu'on raffine dans le diagramme oméga lambda, donc l'énergie noire à 0,70, et le W qui semble être collé à -1, donc être une constante cosmologique ici. Donc on n'a pas encore beaucoup de précision, mais on voit que les amas vont pouvoir donner beaucoup de précision là-dessus. Par exemple, dans cette croissance des structures, Vic-Lénine avait déjà fait des tests là-dessus, avec les points d'observation en noir et bleu. Donc si on suppose un modèle standard oméga égale 0,75, on voit que ça marche très très bien. Et puis si on exagère et qu'on prend oméga lambda égale 0, on voit que la recalibration des points ne marche pas du tout. Donc vous voyez que le test des amas est vraiment très intéressant. Et pour l'instant, on n'a pas encore la précision, mais on va pouvoir distinguer tous les W ici, qui sont entre -1, -0,8 et -0,6. Vous voyez que ça se distingue en fonction du redshift. Le nombre d'amas en fonction du redshift ici va pouvoir nous donner ceci. Donc ça, c'est ce qui va être fait avec Euclide, LSST et tous les instruments. Donc en résumé, on a vu que la back réaction avait quand même un petit espoir peut-être d'expliquer une partie de l'effet de l'énergie noire. On ne sait pas, certains disent que c'est négligeable, d'autres y croient encore, mais en tout cas, dans tous les cas, il faudrait qu'on ait estimé l'effet si on veut faire de la cosmologie de précision. Et ça, on va pouvoir le faire avec tous ces instruments-là qui vont devenir de plus en plus précis, BAO, lentilles, amas de galaxies.
Et surtout, on va pouvoir non seulement avoir l'énergie noire, mais peut-être tester la gravité modifiée. Voilà, je vous remercie.